Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information clôture de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat à Port-Gentil avec en toile de fond l'influence des femmes dans l'entrepreneuriat, un sujet de notre rédaction. Fin des activités entrant dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat à Port-Gentil, les membres de l'association Leadership in Here se sont attelés à sensibiliser les femmes sur la nécessité de se prendre en charge elles-mêmes en entreprenant des activités génératrices de revenus. Je dirais à ces femmes de ne pas attendre à avoir des millions pour le faire, de se demander d'abord qu'est-ce que je sais faire. Et ensuite, lorsqu'elles savent ce qu'elles savent faire, elle se pose la question, elle répond à cette question, elle voit dans son entourage. Si elle n'a pas des moyens pour commencer, elle peut commencer par la cuisine. Quels sont les ustensiles de cuisine que j'ai? Quelle est la nourriture que j'ai à portée de main pour pouvoir commencer à faire une affaire, pour pouvoir commencer à démarrer quelque chose. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on sait faire et de se lancer. Et lorsqu'on présente, et aussi de bien présenter son produit, d'être accueillante, d'être souriante. Et puis après, avec un peu de patience, ça ira. En marge de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, ces femmes ambitionnent pour suivre leur action au bénéfice de la gente féminine. Nous faisons l'entrepreneuriat pour partager notre savoir-faire, pour donner un coup de pouce à ces personnes qui sont dans le noir et qui ne savent pas comment faire. Oui, je m'attaque aussi aux prisonnières parce qu'elles ont aussi besoin de nous. Elles ont besoin de se retrouver dans la société car elles ne méritent pas d'être là-bas et ce n'est pas leur place là-bas. Des formations de customisation, des formations de fabrication des savons. Oui, parce que nous croyons qu'elles sont capables de participer à l'économie de notre pays étant là-bas. Alors, j'aimerais remercier le président de la République qui a permis que nous puissions, nous la jeunesse, nous lancer dans l'entrepreneuriat parce que lui, s'il ne l'avait pas fait, on ne devait pas prendre conscience. Alors, je tiens à remercier le président de la République, El Hadj Ali Bongo Ondimba, parce que c'est lui qui a permis qu'aujourd'hui la jeunesse gabonaise puisse prendre conscience et nous allons relever nos défis. À travers ces différentes rencontres, elles se veulent donner pour exemple afin d'amener les femmes à prendre leur destin en main. La communauté internationale célébrait ce lundi 25 novembre 2019 la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Selon les chiffres de l'ONU, une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et ou sexuelles. 750 millions de femmes et de filles dans le monde étaient mariées avant leur 18e anniversaire et bien d'autres. Reportage. La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 définit la violence à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. En ce lundi 25 novembre 2019, la communauté mondiale célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes avec pour thème « Oranger le monde ». À l'occasion de cette journée, la Fédération internationale des droits de l'homme vient de publier un rapport sur les violences en Afrique. Selon ce rapport, la plupart des autorités africaines manquent très souvent de volonté pour traduire en justice les responsables de ce type de crimes. Pour ce qui est des chiffres qui ressortent de ce rapport publié par l'Organisation des Nations Unies, ils sont plus qu'alarmants. Une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et ou sexuelles à un moment donné dans sa vie, le plus souvent de la part d'un partenaire intime. Près de 750 millions de femmes et de filles dans le monde étaient mariées avant leur 18e anniversaire. Plus de 200 millions de femmes et de filles ont subi une mutilation génitale féminine. Une femme sur 2 tuée dans le monde a été assassinée par son partenaire ou sa famille en 2017, tandis que seulement un homme sur 20 a été tué dans des circonstances similaires. 71% de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes et des filles. 3/4 d'entre elles sont exploitées sexuellement. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violences des droits de l'homme les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. Face à cela, les Nations Unies interpellent davantage les dirigeants du monde à éradiquer les violences à l'égard des femmes. If I could have one wish granted, it might well be a total end to rape and to all forms of violence against women.
Rape isn't an isolated brief act. It has life-changing effects. A pregnancy or a sexually transmitted disease, immense trauma, and unwarranted sense of shame. In both conflict and in peacetime, it often shapes women's decision to move from their communities through fear of attack or the stigmatization of survivors. Although it is so pervasive, it is badly underreported for many reasons. Reasons such as, in many countries, women know that they are overwhelmingly more likely to be blamed than believed when they report sexual assault. They are likely to be poorly treated by law enforcement, humiliated, and treated like the problem, and in some cases even disowned by their families, while the lives of perpetrators go on. Positive steps include increasing accountability by making rape universally illegal and holding rapists to account. Strengthening the capacity of law enforcement officials to investigate these crimes, ending all harmful cultural practices, and eliminating homophobia, increasing the number of women in police forces, putting the victim at the center of response, and supporting survivors with access to all legal aid and essential services. En République démocratique du Congo, le musée national a été inauguré par les autorités gouvernementales du pays, en tête desquelles le président de la République, Félix Tshisekedi. Un chef-d'œuvre qui est le fruit de la coopération entre la Corée du Sud et la RDC. Coût global des travaux, 21 milliards de dollars américains. Reportage. Sur le boulevard Triomphal, à côté du second hôtel du gouvernement et palais du peuple à Kinshasa. Ici est érigé le nouveau musée national de la République démocratique du Congo, un imposant bâtiment qui a coûté environ 21 millions de dollars américains, fruit de la coopération avec la Corée du Sud. Cette infrastructure a été inaugurée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le musée national de la RD Congo comprend 3 salles d'exposition, dont 2 salles d'exposition permanentes et une salle d'exposition temporaire. 2 réserves totalisant 12 002 objets, un laboratoire de restauration moderne. Malgré toute sa diversité culturelle, la République démocratique du Congo n'avait pas un espace digne pour la conservation de ses œuvres d'art. Plusieurs autres objets sont encore ailleurs, notamment en Belgique. Le rapatriement fera l'objet de concertations, a déclaré le chef de l'État. C'est un patrimoine congolais, donc un jour il faudra bien que ce patrimoine revienne, mais il faut le faire de manière organisée. Parce que bon, il faut reconnaître quand même que les Belges nous ont aussi aidés à le conserver, donc il ne faut pas tout le reprendre comme ça, il faut le faire de manière concertée. Construit avec le soutien de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale, le musée national a été remis au gouvernement congolais en juin 2019. Son entretien est un autre défi car il en faudra 480 000 dollars par an. Un défi certes, mais qui doit être facilement relevé si une bonne politique de gestion est mise en place pour ces patrimoines destinés à conserver les objets d'art, mais aussi générer des recettes. Une formation d'excellence pour les ingénieurs africains. C'est dans cet objectif qu'a été inauguré le campus de l'université Kanergi Melan à Kigali au Rwanda. L'inauguration s'est déroulée en présence du président rwandais Paul Kagame qui a rappelé son souhait de faire de son pays un lieu incontournable en matière de technologie sur le continent. Reportage. La branche africaine de la Carnegie Mellon University s'est dotée d'un nouveau campus officiellement ouvert par le président rwandais Paul Kagame ce 21 novembre 2019 à Kigali, la capitale. Installée au Rwanda depuis 2011, l'université américaine a pour mission de répondre à la pénurie critique de talents en ingénierie de haute qualité nécessaire pour accélérer le développement en Afrique selon des experts. Tout d'abord, on se réjouit de la présence de cette prestigieuse université qui permettra d'éduquer des jeunes Africains sur leur propre continent. Ceci leur permet d'étudier en pensant à trouver des solutions à des problèmes du continent et dans leur contexte.
Construit sur 15 hectares, le nouveau campus de la branche africaine de la Carnegie Mellon University est l'institution phare de la Kigali Innovation City, le projet ambitieux du gouvernement rwandais qui vise à faire du pays des 1000 collines un hub d'innovation numérique sur le continent. Le Rwanda, comme l'Afrique, a besoin d'ingénieurs de qualité supérieure pour accompagner le développement socio-économique tant attendu. Nous apprécions l'impact que cette université a déjà eu dans ce sens et nous sommes confiants que cet impact continuera à se faire remarquer. À ce jour, la branche africaine de la Carnegie Mellon University a formé plus de 300 étudiants de 17 pays africains titulaires d'une maîtrise en technologie de l'information et en génie électrique et informatique. Stratégiquement situé à proximité de grandes entreprises internationales et de start-up technologiques innovantes, le nouveau campus offre aux étudiants l'opportunité d'interagir directement avec les industries pour la mise en pratique de leurs innovations. Elle avait été annoncée depuis plusieurs semaines déjà. La rencontre entre Charles Blé Goudet et Guillaume Soro a finalement eu lieu ce dimanche 24 novembre 2019 à La Haye, aux Pays-Bas. Les deux leaders ivoiriens ne se sont pas exprimés à l'issue de cet entretien. Ils ont plutôt diffusé un communiqué final dans lequel ils appellent à la tenue des assises politiques nationales inclusives. Charles Blé Goudet et Guillaume Soro se sont rencontrés dimanche 24 novembre à La Haye. Les deux leaders politiques ne s'étaient pas rencontrés depuis la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. L'initiative de cette retrouvaille a été impulsée par Guillaume Soro qui tente de mobiliser des acteurs politiques pour soutenir sa candidature en vue de l'élection présidentielle de décembre 2020. C'est normal pour Guillaume Soro de ratisser large pour espérer gagner les présidentielles 2020 en Côte d'Ivoire. La seule ombre au tableau de M. Soro Guillaume, je dirais, c'est l'habitude de tous les hommes politiques ivoiriens de renier leurs alliances passées. La rencontre a duré près de 2 heures. Les deux acteurs ont en outre exhorté les autorités ivoiriennes à organiser des assises politiques nationales inclusives pour vider tout le passif de la récente crise qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Monsieur Guillaume Kigbafori Soro, président de GPS, et Monsieur Charles Blé Goudet, président du COGEP, s'engagent à œuvrer pour une réconciliation sincère et non propagandiste en Côte d'Ivoire. Toutefois, les deux personnalités conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de repentance, gage de tout pardon. Guillaume Soro a annoncé en octobre 2019 sa candidature à la présidentielle de 2020 après avoir rompu les liens avec le président ivoirien Alassane Ouattara. En quête d'électorat pour soutenir sa candidature, il multiplie les gestes envers ses anciens adversaires politiques. Charles Blé Goudet, de son côté, avait indiqué qu'il ne soutenait pour l'instant aucun candidat. C'est sur cette note internationale que s'achève cette édition d'information. Merci d'être resté des nôtres. Bonne soirée à tous.